Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington. Content de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Le monde minier réuni au Cap en Afrique du Sud. Alors le continent africain est à l'honneur dans le cadre de la ruée mondiale vers les métaux provoquée par la guerre en Ukraine. Au même moment, des milliers de travailleurs miniers sud-africains ont entamé une grève pour réclamer une augmentation de salaire. Nouveau sommet mondial ce jeudi sur la pandémie de Covid-19, une grand-messe convoquée par Washington afin de discuter des prochaines étapes de la lutte contre la maladie, mais un avertissement déjà de l'administration américaine, les fonds dont elle a besoin pour continuer à mener le combat à l'étranger font défaut. Et un peu plus tard, en seconde partie de journal, rencontre avec l'Ivoirien Axel Emmanuel Baou, un chocolatier engagé. Le fabricant, dont les tablettes de chocolat sont très prisées dans nombre de pays, donne la priorité aux femmes qui travaillent dans le cacao afin d'améliorer leur quotidien. La conférence African Mining Indaba revient après 2 ans d'interruption due à la pandémie de Covid-19. La grand-messe minière de 4 jours s'est ouverte au Cap, en Afrique du Sud, hier, sur fond de la ruée mondiale vers les métaux provoqués par la guerre en Ukraine. Les yeux sont maintenant rivés sur l'industrie minière du continent africain. Au moment où a lieu cette grande réunion, des milliers de travailleurs du géant sud-africain des mines de platine et d'or, Sibanye et Stillwater, en grève depuis près de 2 mois, réclament une augmentation de salaire. Le point avec Zidi Diko. Alors que le Mining Indaba 2022 s'ouvre au Cap, le ministre sud-africain des Ressources minérales et de l'énergie, Gwede Mantashe, a saisi l'occasion pour rappeler l'importance pour le continent africain de bénéficier de l'industrie minière dans son intégralité. Nous extrayons le minerai du puits au pot et quelqu'un d'autre y ajoute de la valeur. Investissons dans la valorisation de nos minéraux. L'enrichissement signifiera que nous nous approprions pleinement la chaîne de valeur de nos minéraux dans tous les domaines. De son côté, le président zambien Hakainde Hichilema affirme que les hommes politiques doivent faire avancer l'industrie, mais il reconnaît qu'elle reste tout de même menacée par les conflits dans les pays riches en minéraux. Nous sommes toutefois conscients des menaces qui les empêchent de réaliser leurs aspirations en tant que peuple et continent. Les troubles civils, par exemple. Les troubles civils, les conflits et l'instabilité qui ont caractérisé un certain nombre de pays africains riches en minéraux. Alors que se déroule cette conférence, des dizaines de milliers de travailleurs du géant sud-africain des mines de platine et d'or, Sibanye, Stillwater, continuent de manifester pour demander une hausse de salaire. Cela fait près de 2 mois qu'ils réclament une augmentation de 1000 rands, soit $63 par mois, alors que leur employeur campe sur la somme de $54 par mois. Cela fait 60 jours maintenant que nous sommes en grève. Les employés restent forts et fermes dans leur conviction de ne pas repartir avant d'obtenir les 1000 rands d'augmentation. Nous sommes ici parce que nous avons besoin d'argent. Le coût de la vie est trop élevé. Ces 1000 rands, ce n'est pas beaucoup. Mais si l'employeur peut nous rencontrer à mi-chemin, nous pourrons être très heureux. En attendant qu'un compromis soit trouvé entre grévistes et exploitants miniers, les négociations continuent. Dans l'actualité également, nouveau massacre de civils en République démocratique du Congo. Au moins 14 personnes ont été tuées hier dans le camp de déplacés de Loda, dans le territoire de Djougou, en Ituri. Le groupe armé Codeco est encore une fois montré du doigt. La Codeco prétend défendre les Lendou contre la communauté rivale EMA et contre l'armée. Le camp de Loda abrite majoritairement des membres de la communauté EMA. La dernière attaque d'envergure attribuée à la Codeco remonte à dimanche dernier, toujours dans le territoire de Djougou, où au moins 35 habitants ont été tués. Toujours en RD Congo, les partisans du chef de l'État, Félix Tshisekedi,
ont remporté l'élection des gouverneurs dans 12 des 14 provinces concernées par le scrutin, d'après les résultats de la commission électorale du pays. Un second tour a été tenu dans 2 régions hier. Cette bataille électorale n'est qu'un avant-goût de la présidentielle qui doit se tenir à la fin de l'année prochaine. Le président Tshisekedi a déjà exprimé sa volonté de se représenter. L'ancien Premier ministre Augustin Matata, qui a créé son parti politique, s'est également déclaré candidat. Edi Songo l'a joint à Kinshasa. Ce sont des démêlés qui sont plutôt politiques que judiciaires, parce que, comme vous le savez, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a pu, le 15 novembre, émettre un arrêt à travers lequel tous les dossiers qui étaient initiés contre moi ont été jugés non conformes à la Constitution. Et l'article 168, alinéa 2 de la Constitution congolaise dit que tout acte qualifié de non conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc ça veut dire que du point de vue des droits, du point de vue de la Constitution congolaise, du point de vue des lois de la République, en principe, aujourd'hui, je ne suis plus sous poursuite judiciaire. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, si vous lisez les réseaux sociaux, le procureur général près la Cour de cassation à qui ces dossiers a été envoyé de nouveau, malheureusement et de manière illégale, parce que la Cour constitutionnelle avait déjà clos les dossiers, le procureur général a dit dans sa note, malheureusement, il envoie au chef de l'État pour demander l'autorisation de clore les dossiers. Il a dit clairement que les dossiers étaient très clos définitivement et classés et sans suite. Tout à l'heure, vous avez évoqué des raisons politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union sacrée. C'est tout simplement parce que j'ai refusé de dire que je ne serai pas candidat en 2023 dans tous les cas. Et c'est fait. Je suis déjà désigné par mon parti comme candidat président. Donc c'est devant l'évidence. Donc toutes ces 2 demandes ne valent plus la peine. La marmite politique en ébullition également en Angola. Le Front patriotique uni, une coalition politique d'opposition, vient d'investir ses membres à l'approche des élections générales. Un scrutin pour élire les parlementaires, de même que le président. Les détails avec John Linden. Représenter valablement l'opposition aux élections prévues à août prochain, c'est la mission des membres nouvellement investis du Front patriotique uni, une coalition de partis d'opposition dirigée par Adalberto Costa Jr., président de l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Nous sommes ici aujourd'hui pour témoigner et initier des fonctions aux membres de la direction nationale de la campagne du Front patriotique uni. Né de la volonté de 3 des principales formations politiques du pays, le Front patriotique uni a été formé en 2021 avec pour objectif de présenter un candidat unique à la prochaine élection présidentielle. Pour l'opposition, c'est la voie à suivre si elle veut détrôner le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, qui dirige le pays depuis 1975. Ainsi, l'opposition peut parler d'une seule voix. Nous le croyons. Nous croyons que c'est le bon moment pour nous de tourner la page en Angola. Pour la première fois, tous les Angolais sont convaincus que cette alternative irréversible se produira. En prenant les rênes du FPU, Adalberto Costa Jr. entend démontrer que l'histoire politique de l'Angola ne va pas continuer de s'écrire avec les mêmes leaders et que le plus grand parti d'opposition du pays peut avoir un rôle capital à jouer. Je profite de cette occasion pour remercier tous les citoyens qui ont pu montrer que cette histoire n'est pas vraie. L'histoire selon laquelle les résultats des prochaines élections sont déjà connus, que la continuité est une certitude, que nos annonces n'ont aucun soutien. Depuis plus de 4 décennies, l'Angola est dirigée par une seule formation politique, le MPLA, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola,
qui a porté à la tête du pays en 2017 le président João Lourenço. Il a succédé à José Eduardo dos Santos, qui a passé près de 38 ans au pouvoir. L'armée burkinabé indique avoir neutralisé au moins 50 terroristes lors d'interventions dans 2 régions du pays hier, à savoir une riposte à une embuscade à la boucle du Mouhoun et une opération à Poni. Les VDP comprenaient les volontaires pour la défense de la patrie, lesquels sont des supplétifs de l'armée, ont apporté leur soutien aux militaires dans la région de Poni. Toujours au Burkina, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné aujourd'hui l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, et 9 autres accusés à payer plus de 800 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux ayants droit du président Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en 1987. Ce montant devra être payé solidairement par Blaise Compaoré, l'ancien commandant de sa garde à Hyacinthe Kafando et l'ex-chef de l'armée Gilbert Diendéré, tous condamnés à la perpétuité le mois dernier pour leur implication dans l'assassinat, de même que 7 autres accusés condamnés, eux, à des peines de 3 à 20 ans de prison. Le chef de la diplomatie russe en Algérie aujourd'hui pour renforcer le partenariat avec cet allié de Moscou. C'était la première visite de Sergueï Lavrov depuis janvier 2019. Elle coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et l'Algérie, pays exportateur gazier vers lequel nombre de pays se tournent afin de réduire leur dépendance du gaz russe. À Alger, Sergueï Lavrov a rencontré son homologue Raptan Lamamra. Il a également été reçu par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Nous apprécions beaucoup la position pondérée, objective et équilibrée de l'Algérie sur la question ukrainienne, a déclaré le ministre Lavrov après ses entretiens. Le président américain Joe Biden a convoqué un nouveau sommet mondial sur la pandémie de Covid-19. Il va avoir lieu virtuellement ce jeudi pour aborder les prochaines étapes de la lutte contre la maladie. Mais les fonds dont les États-Unis ont besoin pour continuer à la combattre à l'étranger vont déjà à défaut. Le reportage d'Anita Powell et de Patsy Widakuswara est relaté par Claire Morin-Gébourg. Avec les tests, les vaccins et les thérapies contre le Covid-19 désormais largement disponibles aux États-Unis, le président Joe Biden dit avoir de grands espoirs pour le reste du monde en organisant un 2e sommet virtuel contre le coronavirus. Les États-Unis se sont engagés à donner 1,2 milliard de doses de vaccins. 535 millions ont déjà été livrés. Il s'agit de s'assurer de tout ce que nous pouvons fournir pour protéger le personnel de santé, augmenter l'approvisionnement en oxygène, améliorer l'accès aux contre-mesures médicales. Ce sont toutes les étapes que nous espérons et prévoyons de discuter. Le sommet mettra également l'accent sur les vaccins, l'amélioration de l'accès aux tests et aux traitements et le financement de la préparation à la pandémie. Les États-Unis demanderont aux pays riches d'intensifier et d'augmenter le financement de la pandémie, alors que dans le même temps, l'Amérique se présentera les mains vides. Le Congrès n'a pas encore approuvé les 5 milliards de dollars de fonds de réponse à la pandémie mondiale demandés par Joe Biden. C'est de la politique interne. Se présenter sur la scène mondiale sera toujours un défi, sans de nouveaux engagements significatifs à montrer. Le sommet est aussi une occasion de partager les meilleures pratiques. Les nations africaines, qui ont une vaste expérience avec d'autres maladies transmissibles comme le VIH, la tuberculose et Ebola, ont des défis et des atouts différents en matière de santé publique. Nous ne pouvons pas avoir une seule solution, vous savez, qui pourrait convenir à toutes ces différentes situations. Alors, avant tout, il s'agit d'écouter et de comprendre. La réalité est d'essayer de comprendre cela et donc, je veux dire, de trouver la solution la plus appropriée avec différents pays, avec différents partenaires. Les 2 premières années de la pandémie ont été marquées par la thésaurisation des vaccins par les pays riches, menaçant l'approvisionnement des pays les plus pauvres. Alors que le monde dépasse sa phase de gestion de crise, les défenseurs affirment qu'une meilleure coordination est nécessaire pour garantir l'égalité d'accès. Notre profonde crainte, basée sur une connaissance approfondie de tous les acteurs de ce pays et d'autres, est que cela n'arrivera pas.
Le président Biden co-organise cet événement virtuel d'une journée avec l'Allemagne, Belize, l'Indonésie et le Sénégal le jeudi 12 mai. Une chose est claire, de la Chine à l'Afrique et partout ailleurs, cette pandémie n'est pas terminée. Les élus américains du Parti démocrate prévoient de voter cette semaine au Sénat sur un projet de loi qui codifierait le droit à l'avortement dans la loi fédérale, projet qui intervient après la fuite d'un document de la Cour suprême, lequel, s'il est confirmé, pourrait annuler un arrêt vieux de 49 ans et qui a légalisé l'avortement dans tout le pays. Mais les élus républicains ne sont pas en faveur d'un tel projet de loi, comme nous allons le voir avec Arash Arabassadi, le récit est d'Abdourahmane Dia. La loi fédérale qui garantit aux femmes le droit à l'avortement pourrait toucher à sa fin aux États-Unis. Cela a commencé la semaine dernière avec la révélation d'une ébauche d'un avis de la Cour suprême. À ce jour, ce projet bénéficie du soutien de la majorité conservatrice de la Haute Cour pour annuler Roe v. Wade, la décision historique qui a légalisé l'avortement aux États-Unis. Sans cette loi, il reviendra à chaque État de décider. Pour les opposants à l'avortement, il faut respecter la volonté des électeurs. Chaque État a des points de vue différents sur là où nous aurions dû être sur les restrictions à l'avortement. Dans l'Arkansas, notre politique, c'est de protéger la vie de l'enfant à naître. Et donc, oui, si Roe versus Wade est annulé, alors nous aurions automatiquement une loi en place pour protéger la vie de l'enfant à naître. Des batailles idéologiques sur l'avortement ont émaillé ces 5 dernières décennies. Le sujet a toujours été parmi les plus brûlants lors des audiences de confirmation des juges de la Cour suprême. Je n'ai aucun programme pour essayer d'annuler Casey. J'ai pour objectif de respecter l'état de droit et de trancher les cas au fur et à mesure qu'ils se présentent. L'une des choses les plus importantes à garder à l'esprit à propos de la loi Roe contre Wade est qu'elle a été réaffirmée à plusieurs reprises au cours des 45 dernières années. Roe versus Wade, décidé en 1973, est un précédent de la Cour suprême des États-Unis. Les tribunaux doivent respecter les jugements et la sagesse qui sont incarnés dans les décisions judiciaires antérieures. Les mesures de sécurité ont été renforcées autour du bâtiment de la Cour suprême après les révélations parues dans la presse. Mais pour la sénatrice démocrate Amy Klobuchar, la réponse se trouve dans les urnes. Une nouvelle génération de femmes regarde cela et dit « Attendez, ma mère et ma grand-mère auront plus de droits que moi à l'avenir. Je vais devoir examiner un ensemble de lois dans les États, dont 15 cherchent déjà à interdire l'avortement médicalisé. C'est ce que les gens font en ligne, et des choses comme ça. Ils vont se demander « Dans quel monde suis-je ?» Plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont des procédures médicales plutôt que chirurgicales. Les États dirigés par les républicains interdisent de plus en plus l'accès à ces médicaments qui traitent également une fausse couche. Certains États cherchent à interdire l'avortement même en cas de viol ou d'inceste. La décision officielle de la Cour suprême pourrait intervenir dès le mois prochain. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un journal télévisé que vous propose VOA Afrique. Au Nigeria, un projet de médias a été créé pour venir en aide aux reporters couvrant les différents conflits qui déchirent le pays. Timothy Obiezu nous dit de quoi il s'agit. Son reportage réalisé à Abuja est relaté par Rosine Munezero. Le journaliste et cinéaste Biven Magoni a documenté les violences sectaires qui ravagent sa ville natale dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria, depuis 2016. Il veut que son documentaire sensibilise le public au meurtre et que les responsables rendent des comptes. Mais Magoni dit que les années passées à interviewer des survivants du conflit ont un impact sur son bien-être émotionnel. Je vais dans un endroit où 40 cadavres ont été enterrés. Je vais compter les tombes de plus de 100 personnes enterrées. Quelle que soit la force de votre volonté, quand vous revenez, cela vous pèse. Quand les femmes commencent à vous raconter comment leurs enfants ont été tués en leur présence, quand vous rencontrez des survivants sans membres, dont les mains ont été coupées, les jambes coupées et tout ça. Magoni dit que la couverture du conflit affecte son humeur et rend difficile de terminer son documentaire. Croyez-moi, si cela se passait ailleurs, loin de chez moi, je ne pense pas que j'aurais la capacité de me soumettre à ce stress mental. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un Nigérian sur 4, soit quelques 50 millions de personnes, souffrent d'une forme de maladie mentale, parfois déclenchée par un conflit ou des difficultés économiques. Mais l'accès au soutien psychologique dans les hôpitaux ou auprès de spécialistes est limité. C'est là qu'intervient le Centre pour l'innovation et le développement du journalisme du Nigeria. En partenariat avec un groupe de services psychologiques, le centre offre un soutien en rédaction et des conseils gratuits aux journalistes souffrant du syndrome de stress post-traumatique ou SSPT. Les journalistes voient beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas les représenter sur leurs différents médias. Ils ont donc besoin d'un exutoire. Un certain nombre d'entre eux souffrent de SSPT. Pour l'une des organisations pour laquelle nous avons organisé une session, plus de la moitié de son personnel souffrait de SSPT. Plus de 100 journalistes ont bénéficié du programme depuis son lancement en 2019. Mais le Journalism Center souhaite que davantage de rédactions accueillent cette initiative. Ce programme est bon à mettre à l'échelle. Chaque rédaction devrait avoir un thérapeute en interne, si elle le peut. Les compétences et le soutien offerts par le programme pourraient aider des journalistes comme Magoni, qui prévoit de participer à une session prochainement. Et maintenant, gros plan sur un chocolat made in Côte d'Ivoire. C'est celui que propose Axel Emmanuel Gbaou. Les saveurs sont locales et originales. Cajou, piment, gingembre, le tout emballé dans du papier au motif de tissu ouest-africain. Un chocolat que vous pouvez retrouver dans nombre de pays. Et autre facette importante, sa fabrication offre des opportunités de revenus aux femmes pour améliorer leur quotidien. Reportage de Yacine Siyou. Ce sont les tablettes ivoiriennes les plus en vue du moment. Chaque mois, le chocolatier Axel Emmanuel Gbaou en vend 10 000 un peu partout dans le monde, dans les rayons des supermarchés ivoiriens, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Des tablettes made in Côte d'Ivoire emballées à la main à Abidjan dans des imprimés de pagne africains. Bonjour les mamans. Un chocolat transformé par Axel Emmanuel Gbaou, mais aussi par les 2000 transformatrices des coopératives du pays qu'il a lui-même formées ces dernières années. Ce jour-là, il vient acheter quelques kilos de fèves dans la ville de Toumaudi, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Des fèves issues des plantations bio ou fair trade. Ça, c'est du pur cacao, voilà, qui sent très bon et qui peut faire du chocolat de bonne facture, traçable, avec une main impliquée. Et ça, ces fèves de cacao, elles vont le vendre au moins à 3 000 francs le kilo, contre 825 francs, voilà le prix des fèves de cacao brut Borchon. Donc, elles apportent une valeur inestimable qui peut apporter une plus-value à leur quotidien. Chaque jour, ces femmes de planteurs sélectionnent, décortiquent et torréfient les fèves, ce qui constitue plus de la moitié de la transformation du cacao en chocolat.
Elles revendent le produit semi-transformé 4 à 5 fois le prix initial, ce qui change peu à peu leur vie. Depuis que nous avons commencé ce travail, je pense que les choses se sont améliorées parce qu'on travaille quotidiennement et ça nous fait des revenus qui vraiment nous soutiennent beaucoup. Ça nous aide à nous occuper de notre famille, de notre petite famille, nos enfants, nos maris. Souvent même quand ça ne va pas, on te touche là, on dit, bon, est-ce que tu peux me passer quelque chose? Bon, donc ça nous aide, ça nous aide. Après le travail de semi-transformation de ces femmes, le chocolatier n'a plus qu'à finaliser les tablettes aux 25 saveurs dans son petit laboratoire. Le processus de fabrication de chocolat est unique parce que 60% de l'énergie de la chocolaterie, d'une chocolaterie classique, passe dans cette étape de torréfaction, décortiquage et tout ça. Et moi, je ne l'ai pas ici en interne chez moi. Je l'ai externalisé avec ces femmes-là. Donc, je suis moins dépensé en énergie, mais mieux, ces femmes aussi gagnent quelque chose et tout le monde est content, tout le monde gagne. Malgré son succès, l'ancien banquier travaille encore de manière artisanale, mais il voit aujourd'hui un peu plus grand. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis artisan. Mon next step, c'est vraiment de passer à une autre étape, de scale up, avoir une unité industrielle qui va fabriquer du chocolat. Parce que depuis lors, on est en 2022, en Côte d'Ivoire, il n'y en a vraiment pas une de renom qui fabrique du chocolat, une unité. Et donc, je veux vraiment faire une unité industrielle qui va fabriquer des tablettes pour le marché local, la sous-région et pour le monde entier. En industrialisant son affaire, Axel Emmanuel Baou espère tripler sa production. Yacine Sio et Yuen Gourlet pour VOA Afrique, tout maudit Abidjan. Ça donne vraiment envie. Un mini-documentaire à ne pas rater en fin de semaine dans votre journal. Mbo, tragédie de l'immigration. C'est ce que vous propose VOA Afrique ce vendredi dans Le Monde aujourd'hui. Il est notamment question des départs en pirogue du Sénégal vers les Canaries. Une route migratoire très dangereuse. Extrait. jaa ngi nii fii lañu départ ndeysaan benn guddi rek la fa lay mbir mi xewoon fii ndeysaan fii lañu départ rek ne Sénégal ñu ngay dem. bu ndaw yëpp demee bàyyi fii mag kese ah xam nga dëkk ba sooxe na bu ñu sañoon moom suñu doom yi duñu fi jógee. da ngay nekk ci biir gaal gi. vague bi di dóor gaal gi di la ko sànni ci biir gaal gi nga toog noonu pendant une semaine mu metti trop waaye doo lekk doo naan. Devoir jeter nos frères à la mer sans leurs parents voir leur corps, c'était vraiment dur. Et voilà donc rendez-vous ce vendredi dans Le Monde aujourd'hui à partir de 19h30 GMT. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. Petit clin d'œil à mes collègues à la régie, dont Blanche Sanou, Michel Joseph, Tori et Sony ce soir également avec nous. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Take care. À demain. Merci.